Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher à nouveau sur une question, je crois, assez fascinante. Quelle attitude avoir en tant que sceptique face aux phénomènes dits paranormaux? Oui, une question importante. Et d'ailleurs, ce paranormal, bon, ça nous fait aussi rêver quand on écoute certains podcasts comme ceux de Christian Page ou Les Dossiers Bizarres, justement parce qu'ils ont souvent cette approche sceptique, mais sans moquerie. C'est ça, une approche critique mais respectueuse. Pour notre discussion, on s'appuie pas mal sur les écrits de Martin Bridgestock, son livre Beyond Belief. L'objectif, c'est pas de se moquer, mais plutôt de comprendre comment on évalue ces affirmations de manière, disons, rigoureuse. Et c'est nécessaire. Oui, parce que ce n'est pas juste une question théorique, loin de là, on a des exemples assez frappants, non? Absolument. Pensez à cette histoire de juré qui aurait utilisé une planche Ouija pour rendre un verdict de meurtre. Incroyable. Ou plus tragique encore, le cas du petit Liam Williams Holloway. Ses parents ont préféré un appareil alternatif, le Quantum Blaster, un truc non prouvé, à la médecine conventionnelle. Avec les conséquences dramatiques que l'on imagine. Ça montre bien que croire à certaines choses, ça peut avoir un impact très réel. Tout à fait. Et c'est là que Bridgestock est intéressant. Il nous donne en quelque sorte des outils intellectuels pour évaluer tout ça. Il y a notamment 3 principes qui ressortent. Des outils. Alors lesquels? Je suis curieux. Le premier, c'est un classique, la charge de la preuve. La charge de la preuve. Oui, l'idée, elle est simple en fait. Si quelqu'un avance une affirmation extraordinaire, eh bien c'est à cette personne d'apporter la preuve. Ce n'est pas aux autres de prouver que c'est faux. Logique. L'exemple typique, c'est un peu Thomas l'incrédule dans la Bible qui demandait des preuves concrètes, tangibles avant de croire à la résurrection. D'accord, donc celui qui affirme, prouve. Et le deuxième outil? Alors, le deuxième, c'est le fameux rasoir de Cam. Ah, le rasoir de Cam, on en entend souvent parler. Oui, en gros, ça dit « ne multiplions pas les explications sans nécessité ». Si une explication simple, naturelle, connue, suffit pour comprendre un phénomène, pourquoi aller chercher une cause surnaturelle, plus compliquée? Une sorte de principe d'économie, quoi. Exactement. Pline l'Ancien, déjà, racontait l'histoire de Crésinus, un fermier accusé de sorcellerie, parce que ses récoltes étaient bien meilleures que celles des voisins. Et alors? C'était de la magie, hein? Eh bien non. Sa défense a été toute simple. Il a juste montré ses outils, bien entretenus, et parlé de son travail acharné. L'explication la plus simple, c'était juste le travail et de bons outils. Pas besoin de sorcellerie. D'accord. Charge de la preuve, rasoir de Cam, et le troisième. Le troisième, c'est ce que Carl Sagan appelait la balance de Sagan. Du grand Carl Sagan. Lui-même. Le principe, c'est les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Ah oui, ça paraît évident dit comme ça. Oui, mais c'est fondamental. Si je dis qu'il a plu hiver, bon, personne ne va demander une analyse ADN des gouttes d'eau, mais si j'affirme, comme le suggère Bridgestock pour l'exemple, avoir vu un ovni rose avec un dinosaure dedans. Là, effectivement. Voilà. Là, il faudrait des preuves, disons, un peu plus solides qu'une simple affirmation pour qu'on commence à y croire sérieusement. Donc ces trois principes forment une sorte de guide pour évaluer l'information, une sorte de filtre. C'est un peu ça, oui, une trousse à outils intellectuelle. Et ce n'est pas qu'un jeu intellectuel, attention. Le philosophe W.K. Clifford, il y voyait même une dimension éthique. Éthique. Comment ça? Pour lui, croire quelque chose sans preuve suffisante, c'était carrément une faute morale. Parce que ça nous rend crédules, et la crédulité peut avoir des conséquences néfastes pour soi et pour les autres. Ça me fait penser à ce que Paul Kurtz nommait la tentation transcendantale. Exactement. Cette tendance qu'on a parfois à préférer les explications qui font rêver, le merveilleux, le surnaturel. Peut-être parce que c'est plus réconfortant que la réalité, parfois un peu plus austère, décrite par la science. Mais comment on applique ça concrètement quand on est face à des recherches qui, elles, se disent scientifiques? Je pense à la parapsychologie, par exemple. Ah, la parapsychologie, vaste sujet. C'est justement là que ces principes sont cruciaux. Ce domaine qui essaie d'étudier des phénomènes comme la télépathie, la vision à distance, etc., il doit être soumis aux mêmes exigences de rigueur que n'importe quelle autre science. Et c'est souvent là que ça coince, non? Souvent, oui. Prenez l'exemple de la vision à distance, le fameux remote viewing. Ça a été popularisé par des chercheurs comme Targ et Puthoff dans les années 70. Leurs résultats initiaux semblaient spectaculaires. Mais... Il y a un mais, je sens. toujours. Léger rire. Des psychologues critiques, comme Marx et Kaman, ont essayé de répliquer ces expériences, de façon très rigoureuse. Et ils n'ont pas retrouvé les mêmes résultats. Ah bon? Et pourquoi? Leur analyse a suggéré quelque chose d'intéressant. Les succès initiaux pourraient s'expliquer par des indices,
très subtils, parfois involontaires, laissés dans les transcriptions des sessions. Des indices que les juges utilisaient sans s'en rendre compte pour évaluer la correspondance entre la description du voyant et la cible réelle. Des biais méthodologiques en somme. Exactement. Une fois ces indices supprimés par des protocoles plus stricts, les résultats tombaient au niveau du hasard. Ça montre vraiment l'importance capitale du contrôle expérimental et de la réplication indépendante. Donc, au final, ce scepticisme que décrit Bridgestock, ce n'est pas juste dire non à tout. Ce n'est pas du cynisme. Non, pas du tout. C'est une démarche, une méthode d'évaluation qui se base sur la logique, sur la preuve. C'est une approche critique, en fait. Et c'est une méthode qu'on peut appliquer ailleurs, j'imagine, hein? Tout à fait. Pensez au mouvement de la médecine basé sur les preuves, l'evidence-based medicine. C'est exactement la même logique. C'est-à-dire? Bien, on ne se contente plus de l'avis d'experts ou de la tradition. On exige des preuves solides, issues d'études bien menées, pour savoir si un traitement est vraiment efficace ou pas. C'est appliquer, en quelque sorte, la charge de la preuve et la balance de Sagan au domaine de la santé. Donc, une démarche intellectuelle utile bien au-delà du paranormal. Précisément. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour conclure cette discussion. Je vous écoute. Sachant l'impact potentiellement grave que peuvent avoir des croyances non fondées, et en voyant la difficulté qu'on a toujours à prouver scientifiquement ces phénomènes paranormaux malgré des décennies de recherche, quelle est notre responsabilité individuelle, à chacun, dans l'examen critique des affirmations extraordinaires avant de les intégrer à notre vision du monde et peut-être d'agir en conséquence? Une question ouverte, qui prolonge cette idée d'éthique de la croyance de Clifford. Ça donne à réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.